Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau Question de patrimoine en direct donc sur Club Patrimoine. On est ensemble ce soir pour parler de bourse et pour parler de thématiques avec notre invité Vafa Hamadi, directeur des gestions actions thématiques chez CPR Asset Management. Bonsoir Jean-François. Il est comme à l'accoutumée fidèle à ses chats pour relayer vos questions, Georges Delataille. Bonjour Jean-François, fidèle même indispensable. On a eu beaucoup de questions effectivement qui sont déjà tombées pour essayer de bien comprendre si c'était un fonds, une gamme de fonds, qu'est-ce qu'il y avait dedans, etc. Donc on va essayer d'en relayer le plus possible. Pour ceux qui n'ont pas encore posé vos questions, n'hésitez pas, la petite zone sous la vidéo, c'est comme chaque semaine. Alors, d'ordinaire, l'émission a lieu le mercredi, on l'a fait cette semaine, le mardi, pardon, on l'a fait cette semaine avec un jour d'avance, donc on va un peu changer le format. Vafa Hamadi, on va vous transformer ce soir en Monsieur Plus, mais avant de faire de vous Monsieur Plus, j'aimerais qu'on essaie de comprendre l'histoire entre CPR Asset Management et les thématiques. Pourquoi avoir développé une gamme de fonds thématiques? Parce que ça a beaucoup de sens, économique surtout. Aujourd'hui, nous sommes devant des phénomènes, en dehors de la marche erratique des marchés, j'ai envie de dire, tous les jours un peu plus, un peu moins. Nous sommes devant des phénomènes qui sont porteurs de croissance à long terme. Je prends le vieillissement, je prends l'accession des pays émergents à la santé, je prends l'urbanisation, qui sont des phénomènes extrêmement structurants, qui sont en eux-mêmes porteurs de croissance. Et on souhaiterait tirer parti économiquement et évidemment en termes de performance de ces phénomènes-là à travers les fonds thématiques. Qu'est-ce qui différencie un fonds thématique et un fonds sectoriel? Une lecture thématique précisément. Un fonds thématique est un fonds qui transcende, si vous voulez, la lecture sectorielle. Un secteur, c'est un secteur avec sa dynamique propre, parfois bien, parfois pas bien, mais une thématique va bien au-delà. Il y a des imbrications, il y a des interactions, il y a un univers d'investissement qui va souvent au-delà du simple secteur. Et en fait, pour faire honneur et pour être tout à fait à même de tirer parti de cette thématique, il faut effectivement avoir un écosystème qui correspond à la thématique. CPR Asset Management a pour maison mère Amundi. Comment ça se passe? Il y a des thématiques chez vous, il y a des thématiques chez Amundi. Vous avez tout récupéré quand vous avez créé l'équipe? Alors, ça se passe très bien pour répondre à votre première question. Non, écoutez, nous sommes la plateforme thématique du groupe Amundi en ce qui concerne la gestion thématique. Effectivement, il y a une unicité du lieu, il y a une unicité du savoir-faire et effectivement, il y a une cohérence de gamme que nous assurons à travers cette équipe thématique qui est logée chez CPRAM. Que pèse aujourd'hui dans les encours de CPR Asset Management la gestion action thématique? Un peu moins de 7 milliards d'euros d'actifs. Ok, et vous, grosso modo, vous dirigez une équipe d'une douzaine de gérants. D'une douzaine de gérants. Absolument. Qui sont spécialisés par thématique avec chaque fonds, c'est un gérant, c'est plusieurs gérants, comment ça se passe? Alors, chaque fonds a minima 2 gérants. Il faut toujours un gérant lead et quelqu'un qui assure l'input intellectuel, mais également assurer l'intendance, j'ai envie de vous dire. Mais nous sommes parfaitement transversaux, c'est-à-dire que nous avons des expertises thématiques, mais nous essayons de mélanger ces expertises afin d'ouvrir les horizons des uns et des autres et afin d'amalgamer pour faire sortir ce qu'il y a de mieux objectivement. Alors là, pour l'instant, on est en train de regarder des généralités. Si on regarde, qu'est-ce qui vous amène à vous dire, on va prendre cette thématique et quelle thématique aujourd'hui vous avez créé? Vous en avez combien? Aujourd'hui, on en a 10. On a 10 thématiques qui sont ce qu'on appelle des flagships de l'équipe. Et nous sommes dans une phase de développement et d'innovation extrêmement importante. Puisque depuis 2016, depuis fin 2016, nous avons mis sur le marché 3 fonds. On va y venir peut-être un peu plus tard. Et nous sommes pour l'année en cours en train de mettre sur le marché 3 nouveaux fonds. Majoritairement, vos thématiques, vous les abordez selon une approche européenne ou selon une approche internationale? Majoritairement et exclusivement, j'ai envie de vous dire, sous une approche globale. L'Europe étant beaucoup trop petite désormais pour pouvoir porter de thématiques nouvelles, sachant que nous avons quand même 2 expertises clés de l'équipe. Le fonds sur le vieillissement, qui est une approche à la fois globale dans un fonds, mais également une approche européenne dans un autre, on va y venir, mais également la restructuration, qui est une autre expertise historique de l'équipe. Ok. Georges?
Oui, alors on a beaucoup de questions en fait, où les internautes déjà ne comprennent pas bien quelles sont les thématiques, quels sont les fonds, comment ça fonctionne, est-ce que les thématiques sont transverses entre plusieurs fonds? Non, alors nous avons 10 fonds thématiques et chaque fonds a son écosystème, a son univers d'investissement qui est distinct, j'ai envie de vous dire. Je peux donner comme exemple, mais nous verrons peut-être un peu plus tard, l'offre de produits que nous avons chez CPRAM. Nous avons des fonds aussi variés que le vieillissement, que le style de vie, que la disruption, mais également sur le luxe, sur ce qu'on appelle Food for Generations, qui est un fonds que nous avons lancé récemment sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Ce sont des fonds différents, avec je dirais, des approches économiques différentes, avec des écosystèmes différents. Par contre, on peut les amalgamer au sein d'un fonds qui s'appelle Megatrend, c'est ce que nous faisons, qui offre, entre guillemets, les meilleures thématiques en termes de positionnement. Quel est le marché qui convient à cette thématique? Nous essayons de jouer des phases de marché avec les fonds thématiques. Pour vous comparer et juger la qualité de votre gestion, oui. Vous avez quoi? Vous avez des indices de référence qui sont thématiques ou vous vous comparez à des indices globaux? Nous nous comparons exclusivement à des indices globaux quand on est en présence des fonds thématiques. Nous disons, je trouve à raison, que la thématique est une thématique de croissance. Donc s'il y a croissance, s'il y a valeur ajoutée, il faut mesurer cette valeur ajoutée par rapport à l'économie au sens très large. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un indice très large comme MSCI World, qui a 1600 valeurs en son sein, pour mesurer, si vous voulez, cette économie-là? Donc, nous nous mesurons systématiquement face à des indices globaux. Georges, une autre question. Oui, après, nous intervenons derrière vos plaquettes et vous parlez d'outils propriétaires sophistiqués. Oui. Pour vous aider à votre réflexion, vous demandez qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Nous avons différents outils. Alors, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui le moment de rentrer dans les aspects techniques, mais globalement, nous avons des outils qui nous permettent de vérifier s'il y a vraiment une création de valeur économique. C'est un terme bien spécifique dans la théorie financière et ça veut dire tout simplement si une entreprise, de par le retour de ses cash flows, amortit son coût du capital ou pas. Déjà, c'est un premier postulat qu'il faut vérifier. Donc, est-ce que les valeurs dans lesquelles nous investissons sont saines économiquement ou pas? Après, nous mettons des filtres un peu plus quant pour voir si cette création de valeur est systématiquement reconnue par le marché ou pas. Voilà, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, ça sera beaucoup trop long. Juste quand même sur le fond, vous nous indiquez que pour montrer la surperformance par rapport aux classes d'actifs traditionnelles, vous comparez à des indices généralistes. Oui. Est-ce que vous suivez le tracking de vos fonds par rapport à ces indices généralistes? Absolument. Autrement dit, est-ce que vous avez une marge de manœuvre par rapport à ces indices qui est moyenne, forte, très forte? Est-ce qu'on peut se retrouver à avoir un comportement totalement différent des indices de marché? La marge de manœuvre est celle qui est justifiée par une maîtrise des risques dans un cadre de performance défini, tout simplement. Donc derrière cette phrase, j'ai envie de vous dire que nous avons une marge de manœuvre qui est relativement ample, mais il ne s'agit pas complètement d'aller dans des coins, si vous voulez. Donc nous maîtrisons le risque que nous embarquons, tout simplement, et toujours au mieux de l'objectif de performance que nous nous sommes assignés. Donc c'est contrôlé, néanmoins ample. Ça veut dire que vous contrôlez, quelque part, vous intéressez quand même aux tendances Absolument. de marché pour construire vos portefeuilles? Absolument. Vous savez, la gestion thématique, c'est pas le Far West. On ne dit pas, écoutez, voilà, nous avons vu la Lune un jour et puis venez avec nous, on verra ce que ça donne. Nous identifions des thématiques porteuses de croissance. Nous développons une expertise qui est la plus à même de capter, si vous voulez, cette performance, parce que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que vous êtes capable de capter ça. Donc nous faisons, entre guillemets, converger les deux, à la fois la tendance, mais également l'expertise, mais tout ça dans un cadre de risque défini. Et je dirais même, Jean-François, vous nous connaissez, que c'est l'ADN même de CPR, d'apporter cet alpha, d'apporter cette perspective de surperformance, tout en tenant compte du caractère, en tout cas, de la notion de risque au sein des portefeuilles. Ok, je vous avais promis comme thématique aujourd'hui une interview atypique avec une interview Monsieur Plus. On commence tout de suite avec le premier plus, c'est le plus ancien. Jingle. Vafa Madi, directeur des gestions actions thématiques chez CPRAM Asset Management. Alors, le plus ancien de la gamme, la première histoire thématique chez CPR Asset Management, c'était quoi? CPR Silver Age. C'est un fonds européen qui a été lancé autour de la thématique du vieillissement en mois de décembre 2009 et qui est l'un des porte-étendards de notre équipe avec un peu moins de 2,5 milliards sous gestion aujourd'hui,
toutes stratégies confondues. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre thématique et sectoriel. Absolument. Silver Edge, il s'intéresse, quels sont les sous-secteurs, quels sont les éléments qui forment la thématique? Excellente question. C'est un exemple, c'est l'exemple même de comment on porte un regard thématique et comment on transcende une lecture simplement sectorielle. D'ailleurs, je vais vous dire, ce fonds, l'univers d'investissement de ce fonds est né tout simplement à partir du constat que le vieillissement va bien au-delà de simples aspects de bien-être, si vous voulez, ou la santé et la dépendance. C'est les deux aspects sous lesquels les gens comprenaient, si vous voulez, le vieillissement. Nous y sommes intéressés de manière extrêmement détaillée. Nous avons vu qu'il y avait énormément de dimensions, énormément de facettes. Et pour nous, dès lors, il s'est agi de tirer parti, si je puis me permettre, financièrement, de chacune de ces facettes. Et je vais vous dire, il y a 3 piliers pour constituer cet univers d'investissement. Les valeurs financières, l'épargne financière d'une part. Ça, c'est grosso modo, c'est partir du constat qu'aujourd'hui, ce sont les seniors qui ont l'argent. Absolument. Donc, pour tout le marché de l'asset management, etc. Absolument. L'assurance vie, etc., etc., ça c'est quelque chose dont on tient compte. Nous avons également tout le spectre de la santé et la dépendance, à la fois des équipements médicaux, la pharmacie, la dépendance, qui constitue un bloc non négligeable, mais qui n'est pas le tout, si vous voulez, mais qui est là. Et la troisième, ce sont des secteurs plus de consommation spécifiques aux personnes âgées. Les loisirs, le bien-être, etc., etc. Qu'est-ce qu'il fait depuis son lancement en termes de performance depuis 2009? Puisque vous nous avez dit, l'objectif, c'est de battre les marchés généralistes. Donc là, vous nous expliquez que le premier, il avait une approche européenne. Donc j'imagine qu'il doit avoir un indice de référence MSCI Europe. MSCI Europe, vous avez parfaitement raison. Et nous avons réussi en termes relatifs, c'est-à-dire en termes de surperformance, de faire un peu plus de 40% en net, si vous voulez, pour la part institutionnelle, de mieux que l'indice MSCI Europe sur les 8 années, à peu près 8 années et demie, dont le fonds existe. Donc le contrat est rempli. Le contrat est rempli et par tout temps. Les marchés baissiers, les marchés haussiers, les marchés sans direction, nous les avons tous battus. Alors ça, c'était le premier, oui. le plus ancien, Silver Edge. On est donc en 2009. Fin 2009. L'Europe, les Américains nous disaient que l'Europe est un vieux continent. Est-ce que la thématique du vieillissement est une spécialité européenne ou pas? Non, le vieillissement est un phénomène prégnant qui est mondial. Évidemment, nous avons des vitesses de vieillissement, la dynamique de vieillissement n'est pas la même qu'on soit aux États-Unis, au Canada ou à Singapour, évidemment. Mais... Et les Chinois, ils vieillissent? Ah, terriblement. Terriblement, d'ailleurs. Vous n'êtes pas sans ignorer que lors du congrès du Parti communiste en 2016, ils sont partiellement revenus sur la politique de l'enfant unique, sans complètement l'avoir changé, mais ils voient parfaitement le vieillissement de la population en marche. Et oui, c'est une tendance de fond en Chine. C'est la raison pour laquelle vous avez, à l'historique, vous lui avez accolé un petit frère international? Entre autres, parce que les clients nous demandaient si c'est un phénomène mondial, pourquoi vous refusez de lancer un fonds? Il dit, écoutez, on ne refuse rien. Dès lors qu'il y a la demande, nous y allons. Écoutez, fin 2014, nous avons donné suite à cette idée, à cette demande. Et aujourd'hui, la stratégie globale, qui englobe, je dirais, le bloc américain, l'Europe, le Japon et Hong Kong, les pays développés, représente quelques 450 millions sous gestion. D'accord. Ça vous a permis d'étoffer considérablement votre univers d'investissement en termes de valeurs suivies? Fait de passer à l'international? Oui, écoutez, on passe de 220 valeurs à peu près à 700 valeurs pour le fonds global. Oui, la réponse est oui. D'accord. Georges? Oui, après, aime bien qui a la chance de ne pas avoir encore les tempes grisonnantes. Ça m'arrivera un jour, mais bon, je repousse. Non, plus sérieusement, on a des questions très pratiques. Concrètement, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de valeurs, de sociétés où vous vous dites, on n'imagine pas qu'ils vont avoir avec le vieillissement et pourtant ils sont en portefeuille? Écoutez, je peux vous donner énormément de valeurs, mais je me contenterai uniquement à 2 ou 3. Je pense qu'il y a une valeur que l'on connaît parfaitement bien en France, qui est Orpea, qui est une valeur à 100% impliquée dans l'économie du vieillissement. Nous avons... Juste, pardon, oui, Jean-François. Oui. Je vous interromps là-dessus. Ça veut dire que votre spectre d'investissement, Orpea, ce n'est pas une grande valeur, c'est une valeur moyenne. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas un fonds qui est spécialisé que sur les grandes valeurs. Non, absolument pas. Et nous l'avons voulu comme ça dès le départ. Nous avons voulu, entre guillemets, épouser l'économie du vieillissement dans toute son acception. Donc cela va des small caps, dès lors qu'on peut investir avec suffisamment de liquidité, jusqu'à des très très larges caps. J'allais y venir d'ailleurs. J'allais prendre l'exemple des gérants d'actifs ou des assureurs vie. On prend AXA, encore une autre valeur très très bien connue. Mais dans le domaine MedTech, on peut prendre des valeurs
entre mille guillemets, d'aide auditive, comme des Sonova et autres, qui sont très majoritairement impliqués dans l'économie du vieillissement. Ok, le premier, le plus, c'était donc le plus ancien, Silver Edge, qui est maintenant décliné en version internationale avec Global Silver Global Silver Edge. Absolument. Maintenant, je vous propose d'attaquer le prochain, le plus, jingle. Allez, on va faire le plus offensif dans la gamme. C'est lequel le plus offensif? Alors j'imagine que vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire offensif? Je ne sais pas. Mais, la rupture. Voilà, la rupture, je pense que c'est un bien meilleur mot. Oui, en fait, nous avons décidé de lancer fin 2016, il y a 1 an et demi, un fonds qui regroupait tout ce qui était dans, je dirais, la technologie et même au-delà, dans les opportunités de rupture, vous l'avez bien dit. Nous nous sommes intéressés à des thématiques un peu étroites, qui ont été très fortement à la mode ces derniers temps et qui continuent à l'être, mais nous nous sommes posés surtout la question, qu'est-ce que ces thématiques, on peut parler de la robotique, d'intelligence artificielle et autres, il y en a des tas et de très bonnes. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Le fait de disrupter, d'induire une rupture par rapport à comment le business était fait avant. Et en fait, plutôt que de s'intéresser à un seul aspect, nous nous sommes intéressés à l'ensemble de ce spectre. Et nous l'avons, je sens que vous allez m'interrompre, mais je vais finir quand même. Donc, nous avons apporté l'ensemble de cet écosystème et nous ne nous sommes pas uniquement contentés d'apporter une ou deux de ces tendances. Alors, j'entends ce que vous me dites, mais oui. je vais être monomaniaque ce soir. Je vous en prie. Disruption est-il égale à technologie? Non, la disruption se produit bien au-delà de la sphère tech. Évidemment, il y a une partie très importante qui est rendue possible par l'avancée, si vous voulez, technologique, mais il y a des choses qu'on peut citer, par exemple, dans le domaine médical. Aujourd'hui, nous sommes investis dans une société qui s'appelle Intuitive Surgical aux États-Unis, qui donne la possibilité, avec un robot chirurgical, d'opérer un patient qui est à New York tout en étant à Paris, avec un robot qui performe des mouvements que la main humaine ne peut pas performer. Nous sommes là. Évidemment, vous pouvez dire qu'il y a un peu de tech, mais c'est surtout une chirurgie non invasive. On peut parler de l'agriculture de précision, on peut parler des usines intelligentes. Il y a différents aspects qui ne se limitent pas uniquement à la technologie. Est-ce que dans la construction du portefeuille, il y a un biais géographique? Je vais vous poser la question sans savoir de tout à l'heure. Oui. Est-ce que les Américains sont plus disruptifs que les Européens? Oui. Comment on fait quand on construit un portefeuille avec un potentiel de valeur plus important dans une zone qu'une autre, et puis qu'on a comme indice de référence un MSCI World dans lequel les États-Unis ont leur place et l'Europe a sa propre place? C'est là que le gérant intervient, parce que nous avons des univers en fait, qui regroupent ce que l'on considère comme disruptif. Ça ne veut pas dire que la résultante, le portefeuille, est exactement une copie conforme d'un univers. Donc c'est là que le talent, si je puis dire, du gérant intervient. Et là, on prend effectivement parfaitement conscience des risques qu'on fait courir à nos investisseurs ou pas. Et donc, nous avons des déviations par rapport à l'univers d'investissement afin d'être fidèles à ce qu'on souhaiterait avoir comme profil de risque et de performance. Question justement, puisqu'on a un indice de référence qui est le MSCI World, quid du dollar? Vous le couvrez, vous ne le couvrez pas? Comment ça se passe? Alors, nous n'avons pas de part hedgée. C'est-à-dire que notre travail consiste à avoir un portefeuille equity et lorsque nos convictions font qu'on dévie fortement, si vous voulez, du poids des Autrement dit, États-Unis. si vous avez par exemple 80% des États-Unis alors qu'il y en a un peu plus de 50 dans l'indice. Il y a 60 à peu près, on couvre les 20%, si vous voulez, de surexposition au dollar. Par contre, pour quelqu'un qui entre dans ce fonds, comme la plupart des autres fonds, il y a systématiquement un risque de change, puisqu'il y a du dollar, un peu de franc suisse, etc. etc. Qu'est-ce qu'il fait comme performance depuis son lancement? Écoutez, ça a été une des plus grandes réussites que nous avons vues. Le fonds surperforme depuis à peu près 16 mois, 17 mois maintenant qu'il existe, de presque 13% l'indice de référence, un peu moins peut-être, 12% MSCI World depuis le lancement, et ça a été un des succès, je dirais, les plus fulgurants, parce qu'en termes d'actifs, nous ne sommes pas très loin d'avoir atteint 850 millions d'euros sous gestion en 15 mois. Bien, le plus ancien, CPR Silver Age. Le plus offensif, CPR Invest Global Disruptive Opportunities. Absolument. Je vous propose de faire le plus suivant, jingle.
C'est l'heure de parler du plus défensif. Et quand j'ai regardé tout à l'heure la petite rosace où j'ai vu tous les thèmes que vous aviez retenus pour lancer des produits, je me suis dit le plus défensif, ça doit être l'alimentation? Ça peut, oui. Oui. Food for Generation, c'est quoi le concept? Le concept, c'est de tirer parti de toute la chaîne alimentaire. Et ce fonds est fondé et basé sur un triple constat. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes 7 milliards d'habitants autour de la Terre, enfin sur Terre, et que d'ici 2050, nous serons vraisemblablement 10 milliards. Il faut nourrir ces gens-là, et de manière pérenne, de manière soutenable, comme on dit en anglais. Deuxième constat, c'est que nous avons, sous l'effet de l'urbanisation, des modes de consommation qui changent. Aujourd'hui, nous avons du snacking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mange de plus en plus mal? Non, pas nécessairement. Jean-François. C'est-à-dire qu'on mange, on consomme nos repas très souvent en dehors de la maison. Quand on est à la maison, on peut les faire livrer. Bref, il y a, si vous voulez, une disruption dans la manière de consommer nos repas, tout simplement. Aux États-Unis, sachez que 65% de repas sur 3 sont consommés en dehors de la maison. Et le troisième constat, c'est que nous avons une demande à la fois de plus en plus de protéines à travers le monde entier, les pays émergents qui montent sur la courbe de protéines, mais également des produits de plus en plus sains, ce qui est le cas des pays développés. Donc nous avons mis toutes ces tendances ensemble en apportant tous les secteurs nécessaires pour définir cet écosystème, ce à quoi vous faisiez allusion, mais surtout, Jean-François, en apportant un soin particulier à mettre cette approche financière dans une enveloppe parfaitement, je dirais, durable, à travers un filtre de ESG extrêmement contraignant, en voulant éviter les controverses et en mesurant nos impacts sur à la fois le carbone, l'eau et les déchets. Donc ça veut dire que dans les reportings, vous faites un zoom sur ces éléments-là? Absolument. Le niveau des marges est totalement différent dans l'industrie, dans l'ensemble de la chaîne, entre les producteurs qui sont toujours en train de se plaindre Absolument. qu'ils n'ont plus de marge et le bout de la chaîne qui, lui, qui est très a des marges margé, élevées? comme d'habitude. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on perçoit les choses. Vous avez une partie cyclique, effectivement, et vous avez une partie beaucoup moins cyclique avec des marges confortables. Et en fait, non seulement il y a un effet de marge, mais il y a aussi un effet de cycle. C'est-à-dire que là-dessus, on met des thématiques qui ont des vitesses qui sont totalement mais c'est différentes. tout l'intérêt. Et quand je vous parlais de la gestion du risque au sein des thématiques, c'est que, il y a un alpha. Il y a quelque chose qui est en très forte croissance de par les contraintes, je dirais agricoles, changement d'habitude, la demande de protéines. On voudrait tirer parti de ces tendances, mais surtout, on voudrait gérer le risque qui est imparti, si vous voulez, à cet univers d'investissement. Avoir à la fois des secteurs cycliques, avoir des secteurs défensifs, etc., ça fait énormément sens pour gérer le risque. Georges Delataille, une question d'internaute. Oui, on nous demande comment est-ce que vous arrivez à gérer alors que les besoins et les opportunités alimentaires sont très différents dans le monde entier en fonction des différentes populations. Oui, mais vous savez, quand on regarde, il y a les trois constats de base que j'ai tirés qui s'appliquent à peu près partout. Il est vrai qu'on sera plus nombreux, sans parler des changements d'habitude de consommation qui sont propres peut-être aux pays développés, mais vous avez une dynamique de consommation qui est très différente entre les pays émergents, qui sont passés des féculents il y a 60 ans à du porc, à du poulet, et qui sont en train de basculer sur des choses à plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire le bœuf, le poisson, etc. Nous sommes déjà dans les pays développés, dans l'au-delà, si je puis me permettre. On est passé de la pisciculture à des aliments bio, ce qui n'est pas parfaitement la tendance dans les pays émergents. Mais nous embrassons toutes ces dynamiques. Il ne s'agit pas de dire, écoutez, on n'est que émergent, on n'est que développé, et nous tenons compte justement de l'intérêt, de la poussée, si je puis me permettre, de la dynamique qui est à la base de cette demande diverse. Alors, si on regarde les performances, là par contre, on a vu sur Silver Edge que depuis la création, on était en surperformance par rapport à l'indice généraliste. On a vu la même chose sur Global Disruptive Opportunities. Là, en revanche, depuis le lancement, on est en dessous de l'indice. Absolument. Écoutez, je pense que 7 mois ne sont pas suffisants pour juger de la performance d'un fonds, parce que le fonds a été lancé mi-septembre 2017, mais cela s'explique par le fait que les marchés ont été essentiellement tirés d'une part par des valeurs extrêmement, ce qu'on appelle value, décotées, dans un contexte où les valeurs cycliques, si vous voulez, avaient beaucoup d'attrait, ce qui n'est clairement pas le positionnement de ce fonds, c'est ce que vous avez dit. Ce qui fait que dans un marché qui est tiré à la fois par des valeurs cycliques sensibles au taux d'intérêt, on n'avait pas énormément de droits de cité, si vous voulez. Mais par contre, il faut, et c'est ce que vous disiez au départ,
jauger et regarder les fonds thématiques sur un laps de temps un peu plus long que 7 mois, objectivement, pour voir la valeur ajoutée se développer. Ok, le plus défensif, c'est Food for Generation. On avait annoncé dans tous les titres le plus porteur. On arrive donc à la dernière séquence de notre émission. Vafa Madi, directeur des gestions actions thématiques chez CPR Asset Management. Le plus porteur, avant de parler du plus porteur, je voudrais qu'on parle du dernier né, qui s'appelle Megatrends. C'est quoi la logique de ce produit-là? Alors, c'est précisément ce à quoi on faisait allusion tout à l'heure, c'est qu'il y a des phases de marché, je ne parle pas des cycles économiques, des phases de marché qui peuvent être longues de 3 ou 4 mois, qui traitent très différemment, si vous voulez, les thématiques. C'est-à-dire que vous avez une thématique défensive qui convient à un marché défensif, Food for Generations, vous l'avez noté tout à l'heure. Vous avez des fonds beaucoup plus à bêta, beaucoup plus agressifs. Vous avez cité Global Disruptive, je ne m'inscris pas parfaitement dans cet adjectif, mais néanmoins, disons, et nous avons des fonds... Ça, c'est notre côté journaliste. Des Global Resources, enfin bref, nous avons des fonds offensifs qui peuvent, entre guillemets, mieux performer sur des phases beaucoup plus cycliques. L'idée du fonds Megatrend, c'était de mettre bout à bout l'ensemble des fonds thématiques où on voit effectivement des tendances de base très fortes, mais effectivement en mettant, je dirais, à l'honneur le fonds ou les 2 ou 3 fonds qui correspondent mieux à une phase de marché donnée, tout simplement. Alors, est-ce que c'est un best-of ou est-ce que c'est finalement un produit qui s'adresse à une clientèle différente? Bon, il est clair par exemple que le thématique, je suis un investisseur ou je veux gérer des clients un peu avertis, je leur dis on va privilégier ça, 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 en faisant mon allocation d'actifs. Ça, c'est fait pour des gens qui ne veulent pas faire leur allocation d'actifs? C'est un peu ça. En fait, si vous étiez, ça dépend du budget de risque qu'on peut accepter chacun d'entre nous, si vous voulez, en tant que particulier ou en tant qu'institutionnel. Si on peut se donner la capacité de s'écarter des indices à la hausse, comme disruptif si vous voulez, ou à la baisse pendant quelques temps comme Food for Generations, alors il n'y a pas de sujet. Mais par contre, si nous sommes tenus à traverser les phases de marché aussi courtes soient-elles, 3, 4 mois, etc., là il faut avoir une allocation beaucoup plus dynamique. Il faut mettre le curseur défensif un peu plus haut à un moment donné, revenir sur des cycliques, revenir, etc. Donc c'est ce qu'on propose tout en tirant parti des thématiques extrêmement longues à moyen long terme. Alors justement, est-ce que pour ce fonds, vous ne piochez que dans ces thématiques ou est-ce que l'ensemble de ces thématiques crée un certain nombre de biais qui peuvent vous amener à aller piocher ailleurs? Alors, l'ensemble des thématiques que nous avons crée un ensemble de biais, notamment nous sommes assez short fondamentalement sur les valeurs financières que tactiquement on peut compléter, par exemple. Ok, en revanche, vous êtes un peu long sur tout ce qui est services de consommation? Sur l'ensemble Pas des thématiques, nécessairement, le luxe? oui, nous avons des expertises, mais la somme ne fait pas de nous systématiquement une expertise longue sur les marchés. En fait, on les juxtapose à bon escient, si je puis dire. Georges, une question. Les autres demandent est-ce que finalement ce fonds Megatrend, ce n'est pas le mix de tous vos autres fonds? Si je dois répondre aussi rapidement, oui, mais avec 2 choses, avec une allocation qui est étudiée selon les phases de marché sur lesquelles nous sommes. Donc ce n'est pas un équipondéré, de vos thématiques? Ah non, pas du tout. Non. Il y a tout un process dans lequel je ne vais pas rentrer. Nous avons développé des indicateurs de phase de marché. Nous avons décortiqué en facteurs nos fonds pour savoir quels étaient les fonds qui performaient mieux ou moins bien sur telle ou telle phase de marché. Après, vous avez un process de budget de risque qui fait que le risque de l'ensemble est très contenu. Donc, certes, c'est un best-of, mais avec un process relativement développé derrière. Quelle est aujourd'hui la thématique sur ce fonds-là sur lequel vous êtes le plus pushy? Alors, c'est difficile pour un patron de gestion de répondre à votre... Non, je pense objectivement, il y a 2 fonds que je peux mettre en avant à ce stade. Si vous permettez un 3e, mais dont on n'a pas parlé, je pense que ce que l'on voit sur les valeurs tech, globalement, on peut avoir très peur, le parcours, etc. Mais en fait, la performance de la plupart des valeurs tech correspond et a correspondu à la création de valeur. On n'a pas une envolée comme la période web. Donc, ce n'est pas de la bulle, vous êtes en train de dire. Ce n'est pas une bulle. Donc voilà, donc il n'y a pas de danger. Et donc je pense que cette création de valeur, à moins d'une réglementation qui change de fond en comble, etc., va perdurer. Donc nous sommes relativement à l'aise, bien que le fonds Disruptive ne soit pas un fonds tech,
et il y a une composante tech. Donc objectivement, Donc autrement dit, il y a des GAFA dans le il n'y a dispositif. pas forcément toutes les GAFA, enfin les quatre que vous nommez, mais il y en a une effectivement et on peut se laisser porter là-dessus. La performance n'est pas près de s'arrêter. Je pense que le marché, à l'inverse de ce que vous disiez, défensif-offensif, aujourd'hui est beaucoup plus mixte. Un fonds comme Silver Age ou son pendant global peut convenir parce qu'on voit que nous sommes dans une fin de cycle, notamment aux États-Unis, et que le changement de la politique monétaire aux États-Unis est porteur de changements dans les allocations et dans les performances sectorielles. On observe ça d'ores et déjà depuis fin février. Et je pense qu'un fonds qui est à la fois, je dirais, sur des biens de consommation, sur la pharmacie, qui a très fortement sous-performé, peut convenir à cette conjoncture. Et je termine par vous dire que le fonds restructuration aux situations spéciales, qui est un autre fonds historique de chez nous, correspond parfaitement au cycle économique européen dans lequel nous sommes, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur les entreprises qui sont les plus à même de tirer profit d'une croissance relativement présente, mais relativement molle, j'ai envie de vous dire, en travaillant leur bilan, leur compte de résultats, pour améliorer la rentabilité et les résultats. Donc celui-là, la différence des deux autres, il a une caractéristique, c'est qu'il est européen Absolument. et pas international. Absolument. Donc si je résume les plus porteurs aujourd'hui, Global Silver Age, le vieillissement de la population, Global Disruptive Opportunities pour profiter de la tech et de la disruption, et les restructurations. Amundi Restructuration. Amundi Restructuration, géré par Astelmena. Georges, un mot de conclusion? Nous avons fait le tour des questions. Eh bien, Vafa m'a dit merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour regarder les marchés avec un œil différent. D'habitude, on le regarde avec un œil sectoriel ou géographique. Cette fois-ci, on l'a regardé selon un œil thématique. Merci donc d'avoir été des nôtres. Georges? On se retrouve bien entendu dans 15 jours. La semaine prochaine, il y a Relâche. Donc le lundi 18 juin avec Intential qui va lancer un nouveau produit qui va nous annoncer en plateau. Parfait. Je lancerai donc un appel ce jour-là. Ciao, à la prochaine.